Bonne fin de soirée. Bah ouais, Quand même. Oui, alors je connais pas du tout. Je me messier souvent. Il y a intérêt, hein. Descendre, c'est pour remonter. Ce sont celles de nos enfants, voisins, amis ou ennemis, qui crient vos noms, celles des damnés, de la mer, celles des damnés. Ce sont celles de nos frères et celles de nos sœurs, car il n'y a pas d'étrangers sur cette terre. Ce sont celles de ceux à qui courageusement la panse recueillie, sauf que elles ont brisé leurs chaînes, comme elles briseront nos murs, nos hontes qui tomberont, tout s'enchaîne, elles hanteront nos nuits, comme elles hanteront nos jours, qui désormais ne seront que trop courts. Elles ont tant pour pourrir, chanter une nation comme des enfants de nos patries. Elles ont fourni nos bataillons comme de bons tirailleurs, et beaucoup ont péri comme
chair à canon, et combien c'est voir. C'est le dédanier, c'est le dédanier de la mer. Partout en Europe, l'extrême droite progresse. La passion de l'égalité est supplantée par l'obsession de l'identité. La peur de ne plus être chez soi l'emporte sur la possibilité de vivre ensemble. L'ordre et l'autorité écrasent la responsabilité et le partage. Le chacun pour soi prime sur l'esprit public. Le temps des boucs émissaires est de retour. Oubliée au point d'être invisible, la frénésie de la financiarisation, la ronde incessante des marchandises, la spirale des inégalités, des discriminations et de la précarité. En dépit des chiffres réels, la cause de nos malheurs serait, nous affirme-t-on, dans la pression migratoire. De là à dire que pour éradiquer le mal-être, il suffit de tarir les flux migratoires, le chemin n'est pas long et beaucoup trop s'y engage. Nous ne l'acceptons pas. Les racines des mots contemporains ne sont pas dans le déplacement des êtres humains, mais dans le règne illimité de la concurrence et de la gouvernance, dans le primat de la finance et dans la surdité des technocraties. Ce n'est pas la main-d'œuvre immigrée qui pèse sur la masse salariale, mais la règle de plus en plus universelle de la compétitivité, de la rentabilité, de la précarité. Il est illusoire de penser que l'on va pouvoir contenir et a fortiori interrompre les flux migratoires. À vouloir le faire, on finit toujours par être contraint au pire. La régulation devient contrôle policier accru, la frontière se fait mur. Or, la clôture produit, inéluctablement, de la violence. Et l'inflation de clandestins démunis est corvéable à merci. Dans la mondialisation telle qu'elle se fait, les capitaux et les marchandises se déplacent sans contrôle et sans contrainte. Les êtres humains ne le peuvent pas. Le libre mouvement des hommes n'est pas le credo du capital, ancien comme moderne. Dans les décennies qui viennent, les migrations s'étendront, volontaires ou contraintes. Elles toucheront nos rivages et notre propre pays, comme aujourd'hui aura ses expatriés. Les réfugiés poussés par les guerres et les catastrophes climatiques seront plus nombreux. Que va-t-on faire ? Continuer de fermer les frontières et laisser les plus pauvres accueillir les très pauvres, c'est indigne moralement et stupide rationnellement. Politique de l'autruche. Après nous le déluge, mais le déluge sera bien pour nous tous. Il ne faut faire aucune concession à ces idées que l'extrême droite a imposées, que la droite a trop souvent ralliées et qui tente même une partie de la gauche. Nous, intellectuels, créateurs, militants associatifs, syndicalistes et citoyens avant tout, affirmons que nous ne courberons pas la tête. Nous ne composerons pas avec le fonds de commerce de l'extrême droite. La liberté de circulation et de l'égalité des droits sociaux pour les immigrés présents dans les pays d'accueil sont des droits fondamentaux de l'humanité. Nous ne ferons pas à l'extrême droite le cadeau de laisser croire qu'elle pose de bonnes questions. Nous rejetons ces questions en même temps que ces réponses. Bonjour à tous, enfin bonsoir, je me trompe toujours. Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui sont dehors et qui n'ont pas pu rentrer. Franchement, la prochaine fois, on fera soit la Mutualité, soit le Stade de France, comme ça en plus on sera à Saint-Denis, c'est pas mal. Mais voilà, il n'y a pas assez de place. Pour ceux qui sont dehors, vous pouvez leur dire, ou s'ils entendent, qu'en fait ce sera retransmis dans le cadre du Mediapart Live, donc on pourra le revoir mercredi soir. Alors, comme je suis chargée de faire un peu la Madame Royale ce soir, en tant que membre de la Fondation Copernic, je vais commencer par remercier, d'abord remercier la fanfare invisible que vous avez entendue dehors. Enfin, si
si vous étiez dehors, vous l'avez entendu, une fanfare invisible que par ailleurs on retrouve dans toutes les luttes sociales. On les voit dans les manifs, on les voit à la Sorbonne pour défendre les étudiants qui se battaient contre Parcoursup, parce que justement elles sont de toutes les luttes, parce que ces luttes sont liées, elles ne sont pas différentes. Et donc merci à la fanfare invisible. Merci aussi évidemment à tous les initiateurs, les initiatrices de ce manifeste, de cette soirée, et qui reviendront à la fin, je pourrais les énumérer tout à l'heure. Merci à vous toutes et toutes qui êtes là ce soir, à tous ceux qui sont dehors, à tous ceux qui n'ont pas pu venir, tous ceux qui auraient pu vouloir venir et qui n'ont pas pu. Merci à tous ceux qui sont de toute façon dans toutes ces luttes, à côté de ces luttes, qu'ils aient ou non signé le manifeste, ils peuvent être sur ces luttes, dans les combats, dans les associations, sur les terrains qui sont les leurs. Donc merci à tous ceux qui se battent pour qu'il y ait un meilleur accueil des migrants, pour qu'on lutte contre ces politiques xénophobes, qu'ils soient, ce que l'on dit d'habitude, simples citoyens ou intellectuels, chercheurs, artistes, chanteurs, metteurs en scène, journalistes, syndicalistes, associatifs, politiques, qu'importe. Merci, et c'est drôlement bien qu'on soit si nombreux ce soir. Donc on m'a laissé la possibilité de faire un peu une présentation en quelques petites 5 minutes. Bon, si on est là ce soir, c'est quand même parce que ça va pas du tout. Enfin, je veux dire, on le sait, vous le savez, le ciel est plutôt sombre. Il n'y a pas de crise migratoire, mais il y a une vraie crise de l'accueil. Rapidement, la politique anti-migrants menée au niveau international, nationaux, locaux, l'Aquarius qui erre sur une mer qui devient un cimetière, les tentes des migrants lacérées par les polices, les îles grecques qui se transforment en prison à ciel ouvert, Zemmour qui se répand sur les chaînes même publiques, Wauquiez qui reprend des discours de l'extrême droite, Génération identitaire qui monte au col de l'échelle pour arrêter ce qu'ils appellent l'invasion. À côté de ça, ils ne sont pas inquiétés, mais Cédric Herrou en est à sa 10e garde à vue. Donc voilà, ça va pas. Heureusement, il y a quelques rayons de soleil dans ce ciel un peu sombre. On pensera aux maires ou aux communautés d'habitants de Riace et de Palerme ou de Grande-Sainte qui montrent qu'il y a une autre politique de l'accueil. À tous ceux, associations nationales comme la Synagologistie, locales comme la Royale Citoyenne qui se battent pour ça. Alors qu'est-ce que dit l'historienne face à ça? Parce que moi je suis historienne aussi, c'est une autre de mes casquettes. Ben, la première chose qu'elle dit, c'est que c'est pas neuf. La migration. Les peuples ont toujours bougé, motivés pour des raisons économiques, politiques, souvent liées. C'est parfois assez difficile de faire le tri entre les deux. Et cette histoire, elle est importante. Cette histoire que, par ailleurs, le Conseil supérieur des programmes était prêt à supprimer des premières moutures de programmes, même si, heureusement, la mobilisation d'historiennes et d'historiens fait qu'il semble que cela revienne. Eh bien, cette histoire, elle est importante et elle est importante de la rappeler au peuple européen et à ceux qui, justement, voudraient fermer les frontières. Parce que ceux qui veulent fermer les frontières, ils ont un peu tendance à oublier qu'il fut un temps où soit eux, ils ont voulu les franchir, soit ils ont voulu les ouvrir. Il ne faut pas oublier que les Européens, au XIXe siècle, c'est eux qui partaient. C'est 50 millions d'Européens, 50 millions, qui ont quitté l'Europe pour aller dans le Nouveau Monde, entre 1843 et 1920. 50 millions qui donc étaient tout à fait contents de pouvoir circuler et qui ont fui, pour certains, le manque de terre, pour d'autres, des pogroms, pour d'autres, des monarchies autoritaires. Donc des Britanniques, des Scandinaves, des Allemands, plus tard des Italiens, des Espagnols, des Juifs de l'Europe de l'Est qui ont bougé. Alors, la France n'est pas un pays de départ, comme les autres pays, mais c'est un pays d'accueil. On a toujours connu des vagues migratoires qui sont arrivées en France. Des vagues d'abord d'exilés politiques, et ce depuis la Révolution française, depuis 1830, où il y avait tous les Polonais qui sont venus parce qu'ils fuyaient la répression tsariste, et puis des vagues économiques. Et on ne les a pas seulement accueillis, les vagues économiques, on est allé les chercher. On n'a plus besoin de ces migrants pour justement construire toute l'économie française. Donc c'est pas mal de rappeler un tout petit peu qu'au bout du compte, dans cette histoire des migrations, eh bien en fait, l'Europe a eu un rôle très important, mais qui n'est pas forcément celui qu'on croit. Et l'historien, quand il regarde cette histoire des migrations, en fait, il se rend compte qu'actuellement, la pression migratoire n'est pas si forte, beaucoup moins forte qu'à d'autres moments de notre histoire. Donc il faut relativiser, et tous ceux qui parlent d'invasion, de grand remplacement,
eh bien ça ne correspond pas à ce que l'historien peut présenter, et que par ailleurs, cette histoire de grand remplacement, compte tenu du fait que la population, de toute façon, a toujours été le résultat de métissage, on ne voit pas très bien à quoi ça peut correspondre. Ce que dit l'historien aussi, l'historienne, parce que c'est moi en l'occurrence, c'est que la haine contre les migrants et les politiques de fermeture, il y en a toujours eu aussi. Il y en a toujours eu, il y a toujours eu des forces politiques pour instrumentaliser le racisme, pour justement se dresser contre les migrants, pour faire croire que les migrants sont les boucs émissaires de tout un tas de problèmes avec lesquels ils n'ont absolument rien à voir, mais qui s'en sont servis à des buts électoralistes. Et ce que dit l'historienne aussi, c'est que, et heureusement c'est un peu d'espoir, il y a toujours eu des gens pour refuser et ces politiques et ces discours. Et il y a toujours eu des intellectuels, des journalistes, des politiques, des syndicalistes pour se dresser contre ce type de situation, et finalement nous en sommes les héritiers. Le dernier exemple, pas le dernier, mais celui que j'avais envie de vous citer, c'est en 1938. Alors pourquoi je parle de 1938? Parce que le gouvernement Daladier prend à ce moment-là des décrets-lois qui ressemblent en tout point à la loi qui s'est imposée, la loi Asile. Des lois qui imposent la rétention, l'emprisonnement des réfugiés politiques, on parle de proscrits politiques à l'époque, c'est le terme de l'époque, et qui criminalisent tout acte de solidarité en faveur des migrants. Donc ça ressemble en tout point. Eh bien, il y a eu énormément d'associations, de journalistes, de gens qui se sont dressés contre cette politique, qui ont fait des manifestes, qui ont fait des pétitions, qui ont fait des marches, qui ont fait des assemblées, qui ont essayé, et notamment lorsque ces décrets ont été appliqués pour emprisonner, enfermer dans les camps de Rivesaltes et d'ailleurs les réfugiés républicains espagnols. Par exemple, je vous en cite juste une, c'est une femme, et justement je préfère citer une femme, Madeleine Paz, qui était à la fois journaliste, à la Ligue des droits de l'homme, à la SFIO, à l'Association des Amis des travailleurs étrangers, et qui n'a eu de cesse des années durant en permanence de se battre en faveur de l'accueil. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes tous, vous êtes tous, ceux qui sont ici, ceux qui sont dehors, ceux qui se battent quotidiennement avec leurs armes, parce qu'évidemment on a tous des armes différentes pour se battre, pour défendre ces politiques d'accueil. Et on finit au bout du compte par dire tous ce que disait Madeleine Paz en 1939, et je la cite, « L'accueil au proscrit politique, c'était le terme de l'époque, ne doit pas être considéré comme une mesure de piété dédaigneuse, mais comme un devoir de solidarité conforme à la tradition républicaine. » Alors, maintenant, on va commencer la grande série des prises de parole, et je vais inviter dans un premier temps Costa Gavras, Audrey Pulvard et Yacine Bellatar à me rejoindre sur ces magnifiques canapés. Alors, Costa Gavras, on va commencer par vous. Bon, je pense que vous le connaissez, mais je vais le présenter quand même. Costa Gavras, vous avez connu l'exil, vous êtes parti de votre Grèce natale assez jeune, et vous êtes un infatigable défenseur des droits de l'homme, pourfendeur des injustices, et vous êtes, dans votre œuvre créatrice, vous défendez justement ces causes. Donc, je vous laisse la parole. Bonsoir. Je suis un immigré. J'ai fui mon pays, le pays où je suis né, la Grèce, parce qu'il n'y avait pas, pour moi, aucun avenir. C'était après la guerre civile et pendant la guerre froide, fin des années 50. Je suis venu en France, j'ai été accueilli au début froidement, après correctement, et après très bien. J'ai fait des études, j'ai trouvé un travail, j'ai fait une famille, et moi-même, ma femme et mes 3 enfants, nous sommes citoyens français. Et nous avons une vie, disons, une vie normale, et nous essayons d'être, chaque fois qu'il est possible, utiles au pays où nous vivons. Voilà. Alors maintenant, la Grèce. La Grèce, vous savez peut-être tous, mais peut-être il est important pour comprendre le problème de la Grèce aujourd'hui, de savoir ce qui se passe en Grèce depuis 10 ans. Je vais essayer de les résumer rapidement. C'est-à-dire, la Grèce se trouve sous une tutelle de l'Europe. Le gouvernement, de droite avant, de gauche actuellement, ne peuvent rien décider sans que l'Europe accepte ou n'accepte pas. Si on n'accepte pas, ils ferment les banques. Il y a en Grèce à peu près 25, 24, 23, 24% de chômage. C'est énorme pour un petit pays. Il y a 250 000 entreprises qui sont fermées.
il y a 500 000 Grecs, jeunes surtout, diplômés, qui ont quitté le pays, un peu comme moi, il y a combien? Il y a 70 ans. Les salaires, ils vont baisser de 40%. Et ils vont les baisser encore un tout petit peu bientôt. C'est que l'Europe demande. La Grèce a une frontière, et il y a des îles formidables pour les vacances, pour le soleil, pour tout ce que vous connaissez. Et puis en même temps, c'est une chose terriblement négative pour elle, parce que c'est une frontière impossible à fermer, à garder. Frontière de mer et aussi frontière de terre avec la Turquie. Je vais vous dire que aux îles grecques, près de la Turquie, certains matins où c'est calme, les Grecs peuvent entendre les coqs turcs chanter et les Turcs les coqs. C'est tellement près. On peut presque y arriver à la nage. Donc là, il arrive maintenant depuis plusieurs années, depuis 10 années que cette crise et que cette mouvance a commencé, des milliers et des milliers d'immigrés qui s'arrêtent aux îles. Ils se trouvent, surtout le dernier temps, devant une population qui est exsangue, qui est appauvrie, et qui a aussi un autre phénomène que vous ne connaissez probablement pas, c'est que, vu la quantité d'immigration, de chômage, beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, des gens de 35, 40 ans avec leur famille, ils viennent chez les parents. Parce que les parents ont un peu de retraite, où il y a un salaire, ils se réunissent tous. Donc ça fait des familles réunies. Ça arrive beaucoup aux îles. Et cette foule d'immigrés qui arrivent, ils sont naturellement assez bien accueillis, parfois très bien, et puis au bout d'un moment, c'est la dure, ils s'installent, l'Europe n'aide pas, ils ne trouvent pas de solutions parce qu'ils ne peuvent pas venir à l'Europe. Il y a même des pays européens qui les refoulent en Grèce parce qu'ils sont entrés par la frontière grecque, ce qui fait qu'il y a des situations impossibles à vivre. C'est vrai que vous savez, accueillir des gens pendant un certain temps, on peut être généreux. Mais quand ça dure des mois et puis des années, ça devient une chose très difficile, surtout que les immigrés ne peuvent pas trouver du travail puisqu'il n'y en a pas pour les Grecs. Ça fait des situations humaines absolument impossibles. Alors, la solution, je n'ai pas de solution. En tout cas, si ce n'est que l'Europe devrait aider, devrait un coup de main. Alors, ils essayent d'aider en donnant de l'argent aux Grecs, au gouvernement grec. Mais l'argent ne suffit pas, l'argent ne peut pas trouver toutes les solutions. Ah, une chose que je n'ai pas dit, c'est que, je disais encore aujourd'hui, je crois, ou hier, dans Le Monde, qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que l'immigré ne bénéficie pas d'une... Comment dirais-je? Ne peut pas les hôpitaux, ne peut pas avoir des docteurs. Pourquoi? Parce que quelques 7000 Grecs, docteurs, sont partis. Parce qu'ils ont été mis à la porte aussi des hôpitaux, pour faire des économies naturellement. Voilà. Donc, l'accueil devient une sorte de chose très difficile, quelle que soit la volonté d'être généreux et d'accepter les autres, parce qu'il est vrai que les Grecs, c'est un pays d'immigrés quand même. Depuis toujours, les Grecs ont immigré. Et ils sont un peu partout dans le monde, donc ils comprennent le problème de l'immigré. Mais j'insiste sur le fait qu'à partir du moment où cette histoire insiste et persiste et continue à être aussi violente, ça crée des rapports impossibles entre les deux communautés. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question ou quelque chose que vous me lancez. Parce que... Je vais faire tourner la parole en fait, mais merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, Audrey Pulvar, bonsoir. Vous êtes donc présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et peut-être pourriez-vous nous parler un peu justement, aborder un angle sur les enjeux climatiques, environnementaux et comment les dérégulations, d'abord, sont la cause d'un certain nombre d'exils et en même temps pointent les responsabilités des pays du Nord en la matière. La responsabilité et l'indignité des pays du Nord, alors, au-delà même de la question liée aux enjeux climatiques, puisqu'évidemment le réchauffement climatique, qui est un amplificateur d'inégalité, un amplificateur de précarité,
produit des conflits dans le monde, produit le déplacement de millions de personnes chaque année, crée des réfugiés, pas seulement des déplacés, mais des réfugiés climatiques. Et surtout, c'est un problème qui ne concerne pas que tous ces pays très éloignés du nôtre. C'est évidemment un problème, l'impact du réchauffement climatique, qui concerne aussi aujourd'hui les pays riches. D'abord, dans l'impact qu'il a sur les migrations, et aussi parce que dans nos pays également, entre les phénomènes climatiques, les déplacements de végétation, d'espèces animales, l'effondrement de la biodiversité, etc., les pollutions, les nouvelles maladies, on est aussi concernés. Sur la responsabilité des pays du Nord, moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette question de la crise migratoire, puisque c'est le terme qui est utilisé, comme si, vous l'avez rappelé, il n'y avait pas eu incessamment, de siècle en siècle, des migrations importantes entre pays, comme s'il n'y avait pas 250 millions de migrants chaque année dans le monde, qui se répartissent un peu partout. Je suis frappée par le manque de dignité des gouvernements européens en général, et singulièrement entre la période 2010-2015, on va dire, et puis depuis, puisque tout ça n'a pas changé, bien sûr. Alors, nous n'avons a priori pas la possibilité d'accueillir ces migrants qui seraient en mesure de tous nous remplacer. Donc là, vous effacez toutes les personnes qui sont dans cette salle, et puis hop, les remplacer par tout autant de migrants mal intentionnés, bien sûr, et très dangereux, alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on est plus de 520 millions et qu'il y a 20 millions d'étrangers hors Europe, hors Union européenne, 21 millions de non-européens, c'est-à-dire 4% de la population. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 25 fois plus d'Européens que d'étrangers non-européens en Europe. Donc le grand remplacement, c'est pas pour tout de suite, a priori, parce qu'alors il faudrait vraiment une très très grosse inversion des tendances. Et puis je me dis que ces gens, quels qu'ils soient, qu'ils viennent de Syrie, d'Érythrée, d'Irak, d'Afghanistan, du Sénégal, du Maroc, qui viennent des Balkans aussi, qui prennent la mer, qui prennent la route, parce qu'ils ne prennent pas que la mer, pour pendant des années essayer de partir de leur pays et d'arriver en Europe, parce que ça ne se fait pas en 48 heures. On ne prend pas le ferry pour faire le tour des îles grecques et arriver et s'installer en Suède. Ça prend un certain temps, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte un certain nombre de privations, d'exactions, de drames, de tragédies, et que ces personnes affrontent, parce qu'elles sont au courant, tout cela, et arrivent en Europe, et reçoivent l'accueil qu'elles reçoivent, me semble totalement indigne de notre humanité, indigne des gouvernants européens. Alors ils disent, parce que je parle à dessein des gouvernants, parce que les populations, elles, contrairement à ce qu'on lit dans les sondages, et les populations les premières concernées en Italie, en Grèce, sont souvent très accueillantes avec ces migrants. Alors évidemment, elles ne peuvent pas tout gérer, mais elles sont souvent très accueillantes, elles sont souvent les premières à se planter au secours de ces personnes. Je parle des gouvernements parce que depuis 10 ans, on nous explique que, oh là 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 là, mais mon Dieu, arrêtez avec votre bien-pensance, votre droit de l'hommisme, puisque vous voyez bien que les populations européennes sont inquiètes, qu'elles sont tentées, qu'elles ont la tentation de l'extrême droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on leur donne de l'extrême droite, on légitime le discours de l'extrême droite et les solutions de l'extrême droite, on fait des lois de plus en plus répressives et de plus en plus inhospitalières. Et comme vous avez pu le constater, ça marche vachement bien parce que l'extrême droite a beaucoup reculé en Europe. Donc c'était la bonne solution en fait pour faire reculer l'extrême droite, l'intolérance et la haine. Sérieusement, si on essayait de dire un peu la vérité, si on essayait de dire et de répéter et de marteler que l'essentiel des migrations aujourd'hui se fait de pays du Sud à pays du Sud, que nous ne sommes qu'une toute petite partie des pays destinataires de ces migrations, que les pauvres accueillent des pauvres et sans se poser la question, et que de toute façon, quel que soit notre niveau de richesse, de protection et la hauteur de nos frontières, eh bien, il se retrouvera toujours des gens assez désespérés pour mettre sur des bateaux avec un risque de mort leurs enfants mineurs et les envoyer vers cet espoir d'une vie meilleure. Mais vous pensez qu'ils font ça pour la CMU ou pour l'aide médicale d'État ?
qui mettent des enfants de 8, 10, 12 ans, 14 ans sur des bateaux en espérant qu'eux au moins vont s'en sortir. Je crois que nous avons tout à fait les moyens d'accueillir dignement ces personnes et pas dans les conditions dans lesquelles elles sont accueillies. Que nous avons les moyens de réfléchir ensemble, à condition de faire preuve d'un petit peu d'humanité, de réfléchir ensemble. Je dis nous, c'est les puissances occidentales qui attirent ces personnes, de réfléchir ensemble à la façon de les accueillir et à la façon de gérer le problème et peut-être de résoudre les conflits qui leur donnent envie de se déplacer. J'en termine avec la pensée de Paul Virilio, qui est un philosophe qui avait beaucoup réfléchi sur les questions d'environnement notamment, et de déplacement de population, qui est mort il y a peu de temps, et auquel, par parenthèse, la Fondation Cartier rendra hommage le 7 novembre prochain, si vous voulez y aller. Paul Virilio disait qu'aujourd'hui, dans nos temps modernes, l'équilibre s'était inversé entre sédentaires et nomades. Que pendant des années, Madame l'historienne, je parle sous votre contrôle, pendant des décennies, pendant des générations, il valait mieux être sédentaire que nomade, puisque le nomade c'était celui qui vagabondait sur les routes de lieu en lieu. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ceux pour qui ça va sont des nomades, puisqu'ils sont partout chez eux. Quel que soit le pays du monde où ils vont, ils sont partout chez eux, ils sont partout connectés, ils ont partout la possibilité de s'installer, peut-être pas de trouver un travail immédiatement, mais de s'installer, de se sentir bien dans des hôtels, dans des lieux, dans des communautés dans lesquelles ils trouveront toujours un endroit où être accueillis. Alors que les nomades sont de nouveau sédentaires, parce que eux sont parqués, sont bloqués pendant des années aux périphéries des pays riches, aux périphéries des villes, sans pouvoir réellement choisir le lieu où ils peuvent s'installer pour vivre et élever leurs enfants. Et il me semble que, voilà, en tant que sédentaires nouveaux nomades, il serait temps que nous nous interrogions sur la possibilité, la capacité que nous avons à changer les choses. Et je crois que voilà, ceux qui sont là ce soir en sont convaincus. Nous sommes des humanistes. N'oubliez pas, parce que nous avons tendance à faire le pari de l'intelligence humaine en tant qu'humaniste. On se dit, voilà, on s'est battu pour des droits, ça a amélioré le sort de l'humanité, ça c'est fait, occupons-nous du prochain combat. Sauf que le ça c'est fait est en permanence remis en cause par les forces conservatrices réactionnaires. Qu'aujourd'hui, en Allemagne, l'extrême droite nazie est au Parlement allemand. L'Allemagne. Il s'est quand même passé quelque chose pendant la Seconde Guerre mondiale, au milieu du XXe siècle. Aujourd'hui, le Brésil, je ne vous fais pas un dessin, qui a connu une dictature militaire, est sur le point d'élire un militaire nostalgique de la dictature militaire. Aujourd'hui, les États-Unis sont dirigés par un complotiste, raciste, climato-sceptique. Et ça, bon, j'en passe et des meilleurs. Donc, n'oubliez pas que voilà, en tant qu'humaniste, on a tendance à se dire que les combats gagnés sont gagnés pour toujours, et en fait, ils sont en permanence à continuer à mener. Merci. Merci Audrey Pulvar. Alors, la soirée a été organisée de telle sorte qu'il y ait aussi des intermèdes culturels, musicaux, et là, humoristiques. Donc, avec... moi, j'ai pas le droit de rester assis, moi? Ah, tu fais comme tu veux. Je vais rester parce que j'ai passé une longue journée. Non, plus sérieusement, non, je vais me lever, allez. Bonsoir, je m'appelle Yassine Bellatar, je vais faire comme Costa Gavras. Alors moi je ne suis pas immigré, je suis fils d'immigré, pire. C'est-à-dire que sans mes parents, je ne serais pas là ce soir et vous auriez passé une soirée à écouter des chiffres qui foutent le cafard. Je vais essayer de vous faire rire, c'est pas facile. L'actualité, la question ne se pose même pas pour moi, parce que je sais que certains d'entre vous disent oui mais il connaît Macron, c'est vrai, mais avant de connaître Macron je suis français. Et c'est pour ça que jamais je ne pourrais me taire face à la situation des migrants. Macron va partir et cette situation risque de rester dans nos livres d'histoire. Et on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait. Donc déjà je suis ravi de savoir qu'on s'est réunis ici. Pour ceux qui se posent la question de l'apport des migrants, je vous rappelle que nous avons gagné une Coupe du Monde.
Non, c'est quand même triste de dire qu'en 2018, c'est tout ce que ramènent les migrants. Mais plus sérieusement, la vraie question, c'est de savoir pourquoi nous avons perdu notre bataille. Il y a beaucoup d'associations à qui j'aimerais vraiment reconnaître un talent fou, et je sais que vous prenez des coups en rendant service et vous prenez des risques que nous, la bourgeoisie parisienne, nous ne prenons pas. Et j'aimerais vous saluer ce soir, mais la réalité c'est que nous avons perdu notre bataille, et celle-ci est encore plus grave, c'est celle des médias. Nous sommes embourgeoisés dans nos colères et nous avons laissé des gens aller dans les médias ces dernières années pour nous expliquer que 20 000 personnes qui frappent à la porte de la France, c'est plus dangereux que Émile Louis. Je n'ai pas l'impression que les migrants fassent du mal à notre pays, j'ai même plutôt l'impression qu'ils font du bien. J'aimerais récupérer ne serait-ce que la liste, par exemple, des gens qui ont construit le 104, et j'imagine qu'il n'y a pas que des noms de Français de souche. N'est-ce pas, monsieur Gérard, il est parti. Et il est là, ouais. Je vis dans une ville qui est régie par une personne qui est issue de l'immigration, Anne Hidalgo. Il n'y a que Éric Ciotti qui ne se rend pas compte qu'il est d'origine italienne. Mais surtout, ne pas perdre cette bataille médiatique, elle est importante, et ne plus avoir vraiment honte d'aller sur les plateaux télé, de rentrer dans cette bataille. Alors ça fait des moments de télé, mais je n'ai pas compris à quel moment les producteurs et les gens des chaînes de télé ont laissé plus la parole à des Zemmour qu'à des gens qui étaient remplis d'amour. C'est vraiment la question que je me pose ces dernières années, tout simplement parce que Laurent Ruquier a le talent tous les ans de nous sortir un mec qui va nous expliquer que l'immigrant c'est pas bien, et lui il va être à côté en disant oui, moi j'y suis pour rien. Nous sommes les propres protagonistes de ce qui passe dans nos antennes, et on doit aujourd'hui dire au système médiatique de revoir sa copie, car c'est le plus possible. Il est vrai que nos parents avaient tout prévu sauf le fait de rester. Mon père devait rester en France 3 ans, je suis encore là. J'ai 3 enfants, je n'ai pas fini, je suis en train de chercher à adopter. Voilà, je suis sur un rythme assez malien, je compte avoir 6-7 enfants. Mais vraiment, il faut que... Je dis ça parce que je viens des quartiers populaires et ils ne sont pas encore populistes. Juste préciser une donnée qui est quand même importante ce soir, c'est que les migrants en général sont mis dans les quartiers populaires aujourd'hui. J'habite à Montmartre, je suis un bourgeois, et je vous dis, il y a un centre de migrants qui s'est installé là-bas, rue Coustou. Ce sont des gens qui prétendent être de gauche, qui sont allés dire à la police qu'ils ne voulaient pas de migrants en bas de chez eux. Et ça, c'est la gravité de notre pays. Il n'y a plus de gens de gauche et il n'y a plus de gens de droite. Il y a des gens qui aiment les êtres humains et des gens qui ne les aiment pas. Et juste préciser, tout à l'heure, Audrey le disait avec beaucoup d'intelligence, les pauvres aident les pauvres. Les gens des quartiers, aujourd'hui, sont ceux qui accueillent des Syriens, des gens de toutes les origines, et ils les reçoivent et ils ne se plaignent pas. Et franchement, ils auraient de quoi. La vraie question, c'est que, ne serait-ce que récemment, on vient de perdre l'un des migrants les plus talentueux de notre histoire, qui s'appelle Charles Aznavour. Il ne faut pas oublier qu'il a enlevé des lettres à son nom pour qu'on le considère comme français. Si vous vous posez la question de savoir qu'est-ce que les migrants apportent à notre pays, bah posez-vous la question de savoir si même Johnny n'est pas un migrant. L'histoire de notre pays est en mouvement, et les gens qui veulent la garder figée, c'est eux qui devraient partir. Passez une bonne soirée.
continue avec Aurélie Trouvé, qui est porte-parole d'Attaque, puisque tant qu'à faire, autant pointer les responsables, autant pointer les coupables. Hein. Bah, écoute, c'est comme tu veux, ma belle. Reste comme tu veux. Et qui donc, je pense, ça ne m'étonnerait pas à vous parler du capitalisme. Oh non, tu crois ? Non, c'est possible que tu le fasses, mais je te laisse la parole. Mais c'est vrai, il y a le mot capitalisme. Ouais, je me disais aussi. Vous m'entendez ? Ça marche ? Oui ? Ouais. Donc, merci d'abord pour l'invitation. Et puis, je suis porte-parole d'une association altermondialiste. Et donc, en tant que responsable d'association, moi, je voudrais d'abord rendre hommage à des associations, aux associations de défense et de solidarité avec les migrants qui mouillent la chemise quotidiennement, qui font un travail indispensable, et puis évidemment aux migrants eux-mêmes qui se battent pour leur dignité. Alors, je voudrais aussi revenir sur quelques contre-vérités, ça a été dit, ça me semble important de vraiment les combattre. D'abord, celle selon laquelle il y aurait un afflux inédit, un afflux massif de migrants en Europe, et particulièrement en France, des hordes venus des pays pauvres qui viendraient frapper à la porte des pays riches. Alors évidemment, c'est totalement faux, ça a été dit, et c'est particulièrement faux en France, qui est un pays qui accueille beaucoup moins que la plupart des pays européens. Et deuxième contre-vérité, celle selon laquelle la libre circulation, la libre installation des migrants serait terrible pour notre économie, viendrait ponctionner le travail, viendrait ponctionner la protection sociale des Français. Alors d'abord, côté économique, c'est absurde, parce que c'est oublier que les travailleurs peuvent être aussi que les migrants peuvent être aussi des travailleurs, des producteurs, des consommateurs, des cotisants, des contribuables. Il y a même beaucoup d'études scientifiques qui montrent qu'au contraire, les migrations sont plutôt positives pour l'emploi. Et puis, c'est surtout important de dire que la cause du chômage, la cause de la précarisation des salariés, c'est ce capitalisme financier féroce qui ponctionne toujours plus les couches populaires pour venir enrichir les déjà très riches. Il est important aussi, à mon avis ce soir, d'affirmer que la défense des droits des migrants, c'est pas une lutte accessoire pour la gauche. Et c'est surtout pas une lutte contradictoire avec les autres combats. C'est une lutte éminemment politique, au cœur de nos valeurs, celle de l'égalité des droits pour toutes et tous. Et cette égalité des droits, eh bien, c'est un socle sans lequel nous pouvons nous laisser entraîner vers la droite et l'extrême droite. Et les idéologies xénophobes et sécuritaires qui ne cessent de monter, eh bien, pour ces idéologies, les migrants sont un bouc émissaire idéal, et il est essentiel, indispensable pour la gauche de s'en démarquer clairement et fortement. Alors, je finirai en disant que pour les altermondialistes, de mon point de vue, il y a deux combats, deux idées importantes. D'abord, le droit de vivre et de travailler dignement au pays. Parce que beaucoup de migrants aussi n'ont pas choisi ces migrations. Mais quand on regarde les causes de ces migrations, les guerres, les crises climatiques, les inégalités, la crise climatique et les inégalités de développement, eh bien les pays riches ont une responsabilité énorme. Et donc, assurer ce droit de travailler, de vivre dignement au pays, c'est aussi pour nous chambouler nos propres politiques. Et puis deuxièmement, et ça n'est évidemment pas contradictoire, permettre à chacun, à toute personne, de vivre et de travailler dignement où il le souhaite, et évidemment y compris chez nous. Voilà, merci. Je te cherche partout dans la ville. Tu te donnes à d'autres que moi. On me dit que tu es futile. Mais comment me passer de toi? Argent, argent, je t'aime. Pour toi j'ai sacrifié ma vie.
mentirais pour te séduire. Je fais le clown et le soldat. Mais tu es parti sans rien dire. Je ne mange plus depuis ce jour-là. Pourtant si demain tu regrettes, je serai toujours là pour toi. Argent, argent, je t'aime. Pour toi j'ai sacrifié ma vie. Argent, oublie les autres et reste ici. Oublie les autres et reste ici. Oublie les autres et reste ici. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je voudrais parler non pas des migrants, mais non pas de ce qu'on leur fait, mais de ce que ça nous fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous fait de faire ça à des gens aujourd'hui en France. Et je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'est-ce que ça fait à la société, et la deuxième, c'est qu'est-ce que ça fait à la démocratie. Qu'est-ce que ça fait à la société? Pour ça, en fait, je vais simplement reprendre un texte célèbre de Césaire qui porte sur le colonialisme, mais qui, à mon sens, s'applique également, j'ai juste modifié quelques mots, mais s'applique également à la situation pour ce qui concerne les politiques d'immigration. C'est un texte célèbre. Il faudrait d'abord étudier comment la politique d'immigration, lui il dit la colonisation, travaille à déciviliser la France, à l'abrutir, au sens propre du mot, à la dégrader, à la réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois que, et évidemment ce n'est pas l'exemple qu'il prend, qu'il y a un noyé en Méditerranée, et qu'en France on accepte, un réfugié tabassé par la police à Calais, ce n'est pas ce qu'il dit, et qu'en France on accepte, un migrant vendu en Libye, et qu'en France on accepte, il y a une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces droits violés, de tous ces mensonges propagés, comme sur la vocation des Roms, de toutes ces expéditions punitives tolérées, comme avec Génération Identitaire, eh bien, au bout de cela, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et comme il le dit, on se rend compte un jour que ça nous revient, et on est réveillé par un formidable choc en retour. Alors, lui, il parle du nazisme, mais en fait, on pourrait dire le fascisme. Et on se dit, c'est curieux, mais ça passera. Et on attend et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du fascisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce fascisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Il me semble donc que les politiques qui sont menées en matière d'immigration, la question n'est pas seulement d'avoir de la compassion, de la générosité pour d'autres, mais de se rappeler ce que ça nous fait aussi à nous, ce que ça fait d'être dans une société qui, aujourd'hui, accepte le fait que, par exemple, on justifie les contrôles aux faciès au nom du fait qu'il faut bien arrêter des étrangers et qu'on doit donc arrêter des gens qui ont des têtes d'étrangers. Ça, c'est l'État français qui le dit, et donc ça dit quelque chose sur la transformation de notre pays, c'est-à-dire un pays qui se représente maintenant comme un pays blanc. Et ça, c'est très cher payé, cette politique d'immigration. La deuxième chose, en matière de démocratie, et je le dis très rapidement, c'est que depuis des années, on a le sentiment que ce qui est le fondement même de la démocratie, à savoir le fait qu'il y ait des visions du monde différentes qui s'affrontent, eh bien en matière d'immigration, ça a tout à fait disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu, quels que soient les gouvernements, une continuité dans les politiques et une continuité dans tous les discours. Et bien ça, c'est quelque chose qui fait que la démocratie elle-même se délite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les questions ne sont pas des questions politiques et qu'elles sont seulement des questions de gestion, eh bien, la démocratie se vide de tout son contenu. Nous en avons l'expérience sous toutes sortes de formes dans notre vie quotidienne, mais je crois qu'il est important de se dire qu'il y a une raison à ça. Or, à mon sens, ce qui se passe ce soir, ce n'est pas la gauche unanime. Il me semble avoir compris que nous sommes partagés. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que c'est l'affrontement de valeurs.
C'est l'affrontement de conceptions différentes de la société et de la manière de l'organiser. Donc, c'est un retour de la politique, et bien entendu, ça ne veut pas dire que les gens qui sont ici soient la majorité, mais ça veut dire que pour commencer à faire de la politique, eh bien, il faut commencer par là. Je vous remercie. Alexandre Lecourt, donc président de la Ligue des droits de l'homme, à un moment où, de fait, les droits de l'homme sont plutôt malmenés. C'est vrai, et c'est justement ça qui est un peu l'horreur. Ça fait plaisir d'être aussi nombreux ce soir, parce que nous sommes des milliers de bénévoles, en effet, à être à côté justement de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui sont dans nos rues, qui sont à nos frontières, et on est souvent seuls, et ça fait plaisir de se ressentir un peu solidaire. Parce que c'est vrai qu'accueillir l'autre, c'est de l'humanité. Protéger un réfugié, c'est de la solidarité. Mais c'est surtout un acte politique. C'est surtout la vision que nous avons des droits de l'homme. La vision de la société que nous voulons. Si accorder des droits aux étrangers, si accueillir et protéger des réfugiés, c'est évidemment ne retirer aucun droit aux autres. Ce que nous voyons aujourd'hui, et ce qui se passe de ministre de l'Intérieur en ministre de l'Intérieur, le dernier n'est pas en reste vis-à-vis de son prédécesseur, qui était déjà pas mal, par rapport à son prédécesseur, qui était déjà extraordinaire aussi. Ce que nous voyons, c'est le recul des droits. Mais le recul du droit des étrangers, c'est aussi et surtout le recul de nos droits à tous. Parce que ce que l'on fait aux étrangers, ce que l'on ose faire aux étrangers, sont des choses qui touchent aujourd'hui les droits fondamentaux. Quand on ose enfermer les enfants et trouver normal que les enfants soient mis en centre de rétention, on voit bien que, désormais, celui-ci n'est plus considéré comme un enfant à protéger. Lorsque nous voyons la justice mise de côté pour laisser la toute-puissance à l'administration, au préfet, à la police, comme ça a été dit, c'est les contrôles faciès. Ce sont des violences qui sont mises là, et surtout c'est de l'injustice et de l'arbitraire, et c'est ça qui nous fait passer un temps fou, nous les militants, à essayer de monter des dossiers pour essayer de tenir gain de cause. C'est le droit au logement, qui d'un seul coup deviendrait conditionnel. Il y a ceux qui ont le droit de dormir dehors, parce que tout simplement, on ne les veut pas dedans. C'est évidemment inacceptable, c'est évidemment insupportable. Or, justement, c'est tout ça qui est aujourd'hui en jeu derrière le droit des étrangers. Tout recul du droit des étrangers, c'est un recul de nous tous. Nous cédons sur le droit des étrangers, nous cédons sur ce que nous sommes. La société que nous voulons est certainement pas celle de l'exclusion, certainement pas celle de s'enfermer derrière nos murs. Alors, depuis le début, nous avons surtout parlé de l'accueil, mais avant que les migrants arrivent, il faut bien qu'ils arrivent, justement, qu'ils voyagent, et donc qu'ils traversent parfois les océans ou les mers. Donc, Fabienne Lassalle, vous êtes coprésidente d'SOS. En fait, je suis directrice générale adjointe, mais c'est pas grave. D'accord, je suis désolée, c'est ce qui est marqué. Non, mais je vais vous parler aussi d'un accueil. Moi, je vais vous parler d'un accueil sur le pont d'un bateau. Parfait. Et voilà. On va juste déplacer un tout petit peu le débat. Et pour dire pourquoi on a créé SOS Méditerranée, donc pour ceux qui ne le sauraient pas encore, une association de sauvetage en mer. On fait simplement du sauvetage en mer, et avec un bateau que vous connaissez bien, qui est l'Aquarius, et qui a été créé par qui? Par vous, par les citoyens, et qui a été créé face à la défaillance des États, qui ne remplissaient plus leur rôle. Parce que le rôle d'un État, des États, c'est aussi d'assurer le sauvetage en mer, qui est une obligation, qui est un droit, qui relève donc du droit maritime. Et puis, il semblerait que depuis de trop nombreuses années, parce que ce que je vous raconte, ça a plus de 20 ans, ça a 20 ans en tout cas, et que sur ces 4 dernières années, c'est 15 000 personnes qui gisent au fond de la Méditerranée, et que ça, pour les citoyens, c'est intolérable, parce que cette tâche va bientôt devenir indélébile et souiller à jamais nos livres d'histoire. Donc il y a des citoyens, et notamment parmi ces citoyens, des marins, parce que pour un marin, la solidarité en mer, c'est quelque chose d'essentiel, et puis on est beaucoup à le partager. Alors d'abord, une poignée de citoyens, on s'est dit qu'on allait mettre ensemble nos compétences et qu'on allait élargir, et puis on s'est tourné vers le grand public en disant nous, on va en affréter un bateau, puis on va aller faire du secours en mer. Et la société civile a immédiatement réagi, puisque l'association a été créée seulement en juin 2015, et en février 2016, on était capable de démarrer le sauvetage.
Et parce qu'en plus ça coûte cher, ça coûte 11 000 € par jour, donc il faut aller les chercher, et on y arrive. Et la création, elle s'est faite sur une base toute simple, qui est celui du respect du droit maritime, parce qu'on a la chance d'avoir un droit maritime qui est assez bien organisé, qui est très très clair sur le sujet. C'est on ne peut pas laisser mourir en mer. Donc si vous voyez un bateau en détresse, une embarcation en détresse, quel que soit celui qui est le plus proche, qui se doit d'aller secourir, et une fois les personnes ramenées sur le pont, eh bien, il faut aller les débarquer dans un port sûr. Un port sûr, c'est un port dans lequel les droits essentiels de ces personnes seront respectés et qu'ils ne seront pas, ils pourront éventuellement faire les demandes d'asile auxquelles ils ont droit. Donc ce bateau, il est parti en février 2016 et depuis, il n'avait jamais cessé d'opérer, et jusqu'à très récemment, il était parvenu à secourir près de 30 000 personnes. Et puis, merci. Mais depuis un an, une bonne année, depuis le printemps 2017, on a peu à peu commencé à criminaliser cette action. C'est-à-dire que ce bateau et quelques autres, parce qu'il y a quelques autres bateaux humanitaires qui s'est positionné donc dans cette Méditerranée, notamment en Méditerranée centrale, entre la Libye et l'Italie, qui est la route migratoire la plus dangereuse au monde, eh bien, ils devenaient pas les bienvenus, et on a commencé à les persécuter. Donc ces bateaux qui sont des ambulances, on est bien d'accord, c'est ça, devenaient il fallait les éloigner et les empêcher d'opérer, et donc de simplement respecter ce qu'ils faisaient, à savoir le droit. Donc ça a commencé par des codes de conduite qui ont été instaurés, puis peu à peu, des États ont commencé à ne plus respecter le droit. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui ne respectons pas le droit, c'est eux. Et à fermer des ports. Et puis, on nous a aussi sorti comme politique que, en fait, pour mettre fin aux morts en Méditerranée, eh bien, il faut plutôt financer, former, aider des gardes-côtes libyens pour que ce soit eux qui viennent chercher les embarcations, pour empêcher que les personnes se noient, et les ramènent en Libye. Et alors, comble de l'ironie, puisque la Libye, vous savez, c'est ce pays qui est dans un chaos total, dans lequel il y a des camps de détention, dans lesquels on viole, on torture, on extorque de l'argent de ces pauvres airs, et qui d'ailleurs n'ont plus qu'une solution, c'est de se jeter sur un bout de plastique pour tenter de fuir cet enfer. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose des gardes-côtes libyens pour aller les récupérer et les ramener au point de départ. Comme ça, on les remet dans le circuit et ça fait un passage supplémentaire. Et puis, donc on accrédite cela comme étant presque le nouveau droit. Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On décide aussi, en juin 2018, de valider le fait que ces gardes-côtes libyens, eh bien, ils sont légitimés pour avoir une zone de sauvetage sur laquelle ils opèrent. Et on doit, nous, en tant que bateau, répondre à leurs ordres, puisqu'on n'intervient jamais seul, on intervient en coordination avec une autorité maritime. Et donc cette nouvelle autorité maritime, elle devient légitime, celle des Libyens, et on devrait répondre à leurs ordres, et c'est-à-dire que même s'ils nous donnent ordre de faire le sauvetage, qu'est-ce qu'ils vont nous indiquer après ? C'est-à-dire d'aller éventuellement débarquer ces personnes en Libye, qui évidemment n'a aucun port sûr. Donc en même temps on nous demande d'aller contre le droit. Donc on est comme ça dans de l'incohérence et un droit maritime qui est bafoué. Et puis là on vient encore de franchir une étape supplémentaire, puisque à cette ambulance qu'on veut arrêter et que l'on veut évidemment éloigner de la zone de la crise, eh bien la dernière trouvaille, c'est de lui retirer sa plaque d'immatriculation. Donc on va lui retirer son pavillon. Donc c'est comme ça que l'Aquarius, en un peu plus en un mois, s'est vu retirer 2 fois son pavillon. Non pas parce qu'il ne répond pas aux conditions techniques, puisqu'il y répond tous. Nous avions d'abord le pavillon de Gibraltar. On a d'ailleurs navigué et fait du sauvetage pendant pratiquement 2 ans et demi avec le pavillon de Gibraltar. Et tout à coup, ah ben non, vous ne pouvez plus faire de sauvetage, on vous retire le pavillon. Ok ? On se tourne vers un autre pavillon, le pavillon de Panama, et quelques semaines plus tard, on apprend qu'il va également nous être retiré. Et là, en toute transparence, les autorités panaméennes nous indiquent que c'est suite aux pressions politiques qu'ils ont subies
de l'Italie qui menace que la flotte panaméenne ne puisse plus avoir accès aux ports européens, qu'il préfère retirer le pavillon à l'Aquarius. Et là, on est encore dans une nouveauté, c'est la première fois que dans l'histoire maritime, on retire un pavillon pour des questions politiques. Donc aujourd'hui, l'Aquarius a regagné le port de Marseille et il va perdre le 29 octobre son pavillon, donc il ne peut pas repartir en mer, sans quoi ce sera un bateau pirate. Donc il ne peut pas repartir pour aller secourir celles et ceux qui se noient en Méditerranée. Parce que même si les flux baissent, j'aimerais vous donner un autre chiffre, parce qu'on n'entend que celui-ci, des chiffres des flux, des traversées qui baissent. On oublie de dire qu'au mois de septembre, sur ceux qui continuent à traverser, il y a 1 personne sur 8 qui meurt. Je vous laisse apprécier ce pourcentage. Et donc, une fois de plus, parce que c'est notre meilleur soutien, je me tourne vers la population, vers le grand public, vers toute notre société civile. Et c'est avec vous et que nous allons continuer le combat, parce qu'il faut redonner un pavillon à l'Aquarius, et que cette vague orange que nous avons lancée le 6 octobre dernier, de tous ceux qui ont manifesté en France et en Europe, dans de nombreuses villes d'Europe et même jusqu'en Tunisie, eh bien, il faut que cette vague orange, elle monte, elle gronde, et qu'elle aille à nos gouvernants pour redonner un pavillon à l'Aquarius et permettre à ce bateau de repartir sauver celles et ceux qui meurent en Méditerranée. Et également de signer la pétition qui a déjà réuni plus de 250 000 signatures sur la même thématique de sauver l'Aquarius et sauver le sauvetage en mer. Merci.